Nous, on n'a aucun sujet à pleurer devant toute la boîte et on le fait très régulièrement pour le coup. Donc, moi, j'ai traversé là ces dernières années une séparation du coup avec mon ex-femme qui a été hyper violente, qui pendant un moment m'a amené à être un peu éloigné de mes filles. Ça a été un moment hyper dur. Mes collabs, ils me voyaient pleurer très régulièrement. Ça m'empêchait absolument pas d'être hyper puissant. Pour moi, vulnérabilité égale puissance. Et du coup, on a amené les clients à faire ça. Ouais. Donc on a amené des trucs où les clients se mettaient à pleurer. On se faisait, je sais après ça fait un peu secte, mais on se faisait des câlins et tout. Voilà. Ma vie c'est de rendre service. Et ben à partir de là, je fais pas du business en fait. Je fais pas de l'argent. Je rends service. On n'est pas une boîte de bisounours. On n'est pas là pour on veut vraiment bouffer le monde. On veut vraiment grandir. C'est l'histoire d'une boîte de la tech animée par l'envie de travailler autrement. Cette boîte, c'est notre boîte, Shodo. Je suis John, le cofondateur et le CEO de ce groupe désormais présent à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse et La Réunion. Je suis Laurie, la CEO de Shodo Paris, la première entreprise où tout a commencé. Et on est tous les deux ravis de vous accueillir dans notre podcast Sous les claviers la plage. Ce podcast, c'est notre façon de découvrir des entrepreneurs et des entrepreneuses engagés. Comme eux, on croit possible de repenser l'entrepreneuriat, de privilégier la transparence et l'équité, tout en conciliant performance et respect. Parce que sous nos claviers, il y a bien plus que du code. Il y a l'envie de bâtir un monde du travail plus juste et plus humain. Et un monde où les métiers qui ont du sens riment avec performance. Bienvenue dans Sous les claviers la plage. Bonjour Emery. Salut John. Salut Emery. Salut Laurie. Bonjour Laurie. Salut John. Comment allez-vous ce matin ? Super bien. Super. Bon, génial. Emery, on se connaît depuis 11 ans. On est en 2026 et j'ai compté hier en écrivant cette chronique. Mais j'ai vraiment l'impression de te connaître depuis peu. D'accord. Pour l'anecdote, dans nos anciennes vies pro, Emery, donc, tu étais top manager dans l'IT à la SGIB, Société Générale Corporate Investment Banking. Tout à fait. Et tu étais aussi mon client le plus important. On s'est lancé au même moment dans l'entrepreneuriat et puis on s'est retrouvé plus tard au Club Bootstrap, salut à tout le monde, dans lequel j'ai découvert un dirigeant qui a poussé le curseur de la vulnérabilité à un niveau assez incroyable. Au micro de notre pote Matt Lolland dans son podcast À poil et sans filet, qu'on embrasse aussi, tu as même livré une confession hyper intime sur ton histoire et certaines de tes cicatrices personnelles. L'opposé d'un Mark Zuckerberg, je l'ai écorché son nom, je vais me faire déglinguer, dont on ne peut que reconnaître l'immense réussite entrepreneuriale, mais qui a quand même viré Mascu récemment. Un chouï. Et pour cause, pendant longtemps, la figure du dirigeant s'est construite autour d'une idée basique. Un leader doit être solide, puissant, sûr de lui. Et dans l'imaginaire collectif, la vulnérabilité semble difficilement compatible avec la réussite entrepreneuriale. Et ton parcours raconte exactement l'inverse. Donc Emery, tu es le cofondateur d'Alenia Consulting, une ESN qui s'est construite avec une approche volontairement atypique du modèle du conseil, une entreprise bootstrap, sans équipe commerciale dédiée, sans fonction RH structurée au sens traditionnel, et qui repose plutôt largement sur la responsabilisation du collectif. Vous avez une culture que je trouve fascinante. Dans une vidéo sur LinkedIn d'un de vos séminaires où on vous voit danser ensemble, j'ai trouvé presque en transe parfois. Je sais donc en fait, à quel point les émotions peuvent avoir leur place dans vos relations clients ou internes, entre vous. Voilà, c'est ce que je disais. Et vous cartonnez. En 7 ans, si mes chiffres sont bons, vous approchez les 30 millions d'euros de CA, avec une présence en France, en Espagne et au Portugal. Et au UK. Ah, tu vois, j'ai mal fait mes devoirs, pour une fois. Ce modèle, du coup, résonne particulièrement avec certaines des convictions qu'on partage chez Shodo, notamment l'idée qu'une boîte de conseil peut grandir sans reproduire mécaniquement les structures classiques du secteur. Et alors aujourd'hui, du coup, avec Laurie, on a envie d'explorer avec toi 3 questions qui sont rarement posées frontalement. La première, c'est quelle place la vulnérabilité doit-elle prendre dans le leadership entrepreneurial ? 2, est-ce qu'on peut vraiment construire une boîte ambitieuse sans se construire une armure de dirigeant ? Et puis 3,
est-ce que finalement la vulnérabilité change concrètement la manière de décider, de recruter et de faire grandir une ESN? Voilà pour l'entrée en matière. Ça te va Ouais, pas mal le programme. Ouais. Sauf si tu veux Non, c'est parfait. réagir directement. Je pensais qu'on se connaissait depuis plus longtemps, 11 ans. J'aurais dit plus, moi, pour Le le temps a 2015. paru long pour Emery. 2015, ouais. Je sais pas comment Non, je dois le pour le prendre. coup, et ça peut aussi servir d'intro, mais donc, comme tu l'as dit, moi j'ai été 18 ans en interne manager à la SGIB. C'est l'école qui m'a fait grandir, etc. C'était une très belle maison sous plein d'aspects. J'avais des grosses équipes, j'ai eu jusqu'à 1000 personnes dans mes équipes, et 70% en moyenne étaient des prestataires, à Paris en tout cas. Donc fondamentalement, mes gars, c'était des prestats. Et je dis souvent que j'ai bossé à l'époque avec plus de 200 ESN, et il y en a moins de 3 sur les 200 qui je pouvais vraiment faire confiance. Et tu fais partie des 3. Donc tu fais partie des gars qui m'ont clairement inspiré, ou enfin on va dire qui m'ont convaincu de ok, allez, on va quand même essayer d'aller faire un truc de ce côté-là de la barrière, parce qu'au bout de 18 ans, moi je suis sorti quand même de la banque parce que j'avais un gros problème d'alignement de valeur. Et quand Marjane, mon associé, m'a dit viens, on va monter une ESN, j'ai dit attends, t'as pas dû comprendre. C'est un peu une question que j'ai envie qu'on voit, mais peut-être que dans un premier temps, on peut. Tu vas nous flinguer la structure de l'épisode. Il commence. Je suis saucé, je suis hyper content. Merci, c'est clair. C'est le premier invité qui me sauce comme ça. Merci. C'est vrai. Ouais, c'est trop mignon. Non, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et justement, John, il parlait de ton épisode dans À poil et sans filet, et tu parles de ton parcours de vie, de ton enfance, d'un climat dysfonctionnel quand même. Oui. J'ai l'impression qu'on peut le dire. Vénère, ouais. Les traumas, les deuils, c'est hyper touchant, c'est quand même très intime et perso, et en fait, on s'attend pas trop à retrouver ça, je trouve, dans un podcast d'entrepreneurs, et c'est touchant, ouais. À côté de ça, tu le disais, tu as mené une vie professionnelle à 100 à l'heure, avec des postes où tu manageais jusqu'à 1000 personnes. Est-ce que tu peux revenir quand même un peu aussi chez nous sur ton parcours de vie? Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça n'a pas été plus facile à vivre finalement, l'adversité et la pression au travail, puisque c'est un peu le contexte dans lequel tu as grandi, quoi. Oui, et puis alors, on peut même se poser la question, est-ce que je peux aller chercher ça, hein, parce que pour le coup, exactement. Je pense que je suis allé chercher des choses dures, hein, pour le coup. Je pense que j'aime bien être dans le dur, pour le coup, en tout cas. Si on résume, en effet, j'ai une famille très dysfonctionnelle, avec une maman merveilleuse qui nous a énormément aimés. On a 4 enfants. Mais il se trouve que premier mariage qui échoue, j'ai 5-6 ans, mon père disparaît globalement de ma vie, de notre vie, et puis relayé par un beau-père qui va se révéler très violent physiquement et psychologiquement, et en particulier, ça j'ai compris avec les années, mais en particulier avec moi sur la partie physique. Psychologiquement, il était avec tout le monde. Du coup, la réaction pour survivre, c'est construire un personnage. Donc j'avais accès à une bibliothèque extraordinaire. On n'avait pas de télé, j'ai pas eu de télé jusqu'à mes 15 ans. Je me suis bien rattrapé depuis, mais pas de télé jusqu'à mes 15 ans. En revanche, bibliothèque hallucinante. On avait un genre de grenier, une immense pièce où il y avait, il y avait un nombre infini de livres. Et donc j'ai lu. Et puis à un moment, forcément, on va s'identifier avec des personnages et construire, alors... Maintenant, c'est pas mal le mythe de Monte Cristo qui me porte, mais à l'époque, j'ai pas un souvenir. Je sais pas si c'est particulièrement ce bouquin-là qui a généré le déclic. Bref, mais il y a un peu ce truc de ok, je vais prendre une revanche sur la vie, sans doute une revanche aussi sur mon beau-père, et je vais me construire un personnage, exactement comme le comte de Monte Cristo. Et ce personnage, il a plein de facettes. Ça veut dire faire du sport, ça veut dire devenir intelligent, cultivé, ça veut dire tracer un chemin vers le succès. En tout cas, ce que je définissais comme succès à l'époque, etc. Et puis, à la fin, tu construis des super masques, des super armures. Et je suis devenu hyper bon là-dedans, à construire des masques et des armures. Pour survivre. Donc, pour survivre, exactement. J'étais très observateur très tôt sur le jeu social. Je capte beaucoup de choses, j'ai une forte intuition. Je vois très bien comment les gens se positionnent, le non-verbal, etc. Ça m'a énormément aidé. Ça m'aide toujours énormément, d'ailleurs. Et donc voilà, et donc j'ai compris aussi comment moi-même capter les codes et les répliquer. Et donc après, tu découvres un peu les clés sur le leadership. Je finis par faire une école d'ingé. Je dis
que c'est par revanche, parce que mon beau-père disait qu'il était ingénieur en électronique alors qu'il n'avait pas le bac, donc c'était un mensonge, ça faisait partie de l'ensemble des mensonges qu'il construisait. Mais juste pour le faire chier, j'ai fait l'Institut supérieur d'électronique de Paris, en n'ayant aucun intérêt pour l'électronique. D'ailleurs, j'ai séché tous les cours. Mais du coup, j'ai quand même fini un G en électronique. Voilà. Quand même pas mal. Cocher la case. J'aime bien cocher les cases aussi. Voilà. Ça, c'était fait. Puis après, je suis passé directement dans autre chose. Et ouais, je suis allé chercher le mal. Ouais. Je suis allé chercher le truc qui, à l'époque, était ultra dynamique, hyper dur, hyper sélectif, etc. C'était la bourse, la banque d'investissement. Ouais. Et on a démarré là-dedans. Et puis ça tombait bien parce que c'est un milieu dans lequel, surtout, là, je démarre en 2002-2003, et c'est un moment où, pour le coup, t'avais pas le choix, c'était demandé, fallait mettre le costard, fallait mettre les masques, fallait qui t'étais, on n'en avait rien à faire. En revanche, ce que tu déroulais, ce que tu produisais, ce que tu amenais à la banque et à quel point tu allais saigner pour la banque, ça c'était super important. Et tu vois, moi, ce qui m'interroge, c'est déjà c'est toujours hyper touchant quand tu parles de ça, parce que c'est déjà le fait de savoir être deep, de savoir se livrer, de s'accepter, en fait, je trouve ça fascinant. Mais au-delà de ça, c'est quoi le chemin de bascule qui fait que tu passes de j'ai une armure, je suis allé dans le secteur qui est très dur, donc la bourse, qui est finalement un peu à l'opposé de ce que tu veux construire en termes d'écosystème professionnel. C'est quoi le chemin de bascule qui fait qu'ensuite, progressivement, ça t'amène à cofonder Alenia avec une culture très différente? Comment ça bascule tout ça? Du coup, c'est la phase juste après, donc je rentre à la SGIB. Je comprends encore une fois, j'ai un souvenir très très net un jour de rentrer dans cet immense hall-là et de me dire, mais en fait, ça faisait 1 an et demi que je bossais. Et c'était dur, c'était vraiment hardcore. J'avais l'impression d'être pas au niveau, syndrome de l'imposteur à 12 000, etc. Et puis à l'époque, tu le dis pas, parce que la vulnérabilité avait aucune place dans ce monde-là, très clairement. Et puis à un moment, au bout d'1 an et demi, j'arrive au niveau de l'entrée et je me dis, en fait, c'est juste un RPG, c'est un role-playing game. Donc, ok, on va jouer en fait. On va jouer. Et d'où, alors la partie armure et masque prend vachement de sens aussi. C'est juste un perso, en fait. C'est un persona. Et j'ai juste travaillé mon persona. Pour le coup. Tu te dissocies, en fait. Complètement, à mort. Mais vraiment, totalement. Mais c'est hyper dur. Mais c'est pas conscient. Enfin, non, et puis psychologiquement, c'est dur de dissocier. J'enfouis qui j'étais à mort, quoi, pour le coup. J'ai désappris. Et puis, c'est une histoire de vie. Donc, c'est maintenant que je réapprends à savoir qui je suis vraiment. Parce que j'ai tellement enfoui, d'abord à cause de la vie perso, puis dans mon contexte pro, que du coup, c'était vraiment, il y a un moment, c'était devenu tout petit, quoi, pour le coup. Et donc, je joue des rôles, etc. Je vois quand même assez vite que même dans le monde pro, j'étais vraiment un zèbre au milieu des chevaux, quoi, pour le coup. Donc, il y a des choses que je faisais hyper bien. Donc, la partie leadership, la relation client, le management, tout ça, j'adorais, pour le coup. Le jeu aussi politique, dans un sens un peu noble, c'est-à-dire comment est-ce que tu agences les trucs pour qu'à la fin, ça fonctionne. Puis en revanche, j'étais un mauvais techos, très clairement. Coder, tout ça, je l'ai fait un tout petit peu, mais vraiment, c'était pas mon truc. Donc tu te distingues, c'est ça qui est marrant. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve ça vachement intéressant de regarder le décalage, comment tu te décales pour réussir, finalement. Parce que si t'es comme tout le monde, finalement, t'es juste comme tout le monde et tu réussis pas. Et donc, ça, c'était une façon d'y arriver. Et puis, vraiment, les 8 premières années, c'est un peu vite Golden Boy, où je commence à être bien payé, hyper bien reconnu. L'argent n'était jamais un driver, mais c'était un marqueur. Voilà. Et donc, tu as les marqueurs, tu as la reconnaissance, ta famille, tes potes d'école comprennent pas bien ce que tu fais, mais c'est shiny et tout. Et puis, un jour, l'énorme claque, c'est Carviel. Tu prends ça dans la gueule. Et moi, j'étais vraiment, avec mon associé, on était vraiment dans le cœur du sujet et puis alors, tout à coup tout ton monde un peu shiny golden s'écroule totalement. T'as BFM en bas, t'as la police judiciaire derrière ton dos pour sortir des données, tout le monde dit que ta banque c'est des voleurs, que tout le monde le savait, enfin bref, tout le storytelling qui a été hyper bien construit par Jean Carviel. Et là, ton monde s'écroule, pour le coup. Et puis, alors, déjà qu'on bossait énormément, mais alors là, en plus, on prend une surcouche entre l'enquête, etc., plus la rémédiation, parce que voilà, il y a tout un plan. Donc là, moi, et c'est un truc, en plus, tu prends du temps quand même à vivre, à accepter le truc de ton monde qui s'effondre. Parce que tu es vraiment dans la partie bourse, toi, à la moi, Jérôme, on buvait des coups ensemble. C'était vraiment
un client Ok. du quotidien, pour le coup. D'accord. Ouais, on était vraiment dans le cœur du truc, hein, vraiment, Mm. totalement. Et en plus, c'était un des gars les plus sympas. Mais il a l'air. Donc, ouais, tout à fait. C'était voilà, c'est entre guillemets le parvenu du trading, hein, pour le coup, celui qui était venu par les fonctions un peu basses. Et du coup, c'était le gars qui nous parlait assez correctement versus les autres traders qui plutôt pas du tout tendance à nous parler correctement. Ouais. Bref, et donc ce truc arrive. Moi, j'absorbe, je fais ce que je peux, etc. En gros, je fais un burn-out. Sauf qu'à l'époque, le mot n'existait pas totalement. Je prends 20 kilos. Et ma toute jeune femme à l'époque, pour le coup, moi, je m'enferme totalement. Alors là, je lock tout pour survivre, en mode survie à mort. Et il y a un soir où elle me dit, elle me colle dans un coin, elle me dit, OK, maintenant, soit tu parles, soit je me casse. Et on était mariés depuis 1 an, je crois. Globalement, voilà. Mais je savais même pas ce que ça voulait dire de parler, tu vois. Je savais même pas ce que ça voulait dire de commencer à ouvrir la petite boîte. Et donc, le déclic, il est à ce moment-là. Ce jour-là, c'est Anna, mon ex-femme, qui me force, hein, qui me violente, entre guillemets, hein, sur le fait de maintenant, je vois que tu es en train de t'enfoncer dans un truc, tu es en train de partir très très loin. Et je pense qu'en effet, j'aurais pu partir très très loin sur le sujet si je ne l'avais pas écouté et si je ne m'étais pas autorisé à commencer à s'ouvrir le capot. Après, c'est un chemin qui dure des années et des années. Hein, ouais, parce que du coup, pour rebondir, nous, quand on se rencontre en 2015, le paradoxe, c'est qu'on se rencontre sans entrer dans les détails. On se rencontre, la première fois que je te vois, c'est pour un sujet contractuel. En gros, vous embauchez quelqu'un de... Mais c'est hyper OK. Enfin, on se voit dans un contexte qui est pas agréable. On ne s'est jamais vu avant. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que tu es top manager. On travaille beaucoup donc avec ton périmètre. Et moi, déjà, ce que je trouve notable, parce qu'on est quand même très, très en amont des pratiques de management assez libérées, c'est que tu fais partie, tu es un des seuls périmètres à la SGIB, mais même de manière générale chez mes clients, où on se rend compte que les managers sont effacés. C'est-à-dire que dans le processus de recrutement, ce qui est génial, c'est que les devs sont recrutés par des devs sur des considérations uniquement techniques. Tu fais faire des katas, sans entrer dans les détails. C'est avant, les managers étaient omnipotents, on le voyait en première phase, et chez toi, on le voit à la fin, voire on ne le voit pas. Et ce que je trouve notable, c'est que justement, on est amené à se rencontrer pour cet épisode-là, mais je veux dire, c'est, je trouve, une des caractéristiques cool dans le management libéré, de faire en sorte que les managers, on les voit le moins possible. C'est des leaders de service, ils sont là juste pour régler des problèmes. Mais du coup, je vois ça. C'est très facile de bosser comme ça. Et c'est hyper chouette. Mais comment est-ce que ensuite, donc tu as ton épiphanie avec Anna, du coup ton ex-femme qui appuie sur un bouton. Il y a déjà des pratiques managériales que tu mets en place entre-temps. Comment est-ce qu'après on bascule vers Alenia? Tu sais, quand Marjane tout à l'heure, elle te dit on va monter une boîte et tu dis on s'est pas compris. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? C'est très progressif tout ça. Moi je me lève le matin, c'est pour les gens, hein, très clairement. C'est pour mon équipe, c'est pour mes clients, etc. Le reste, honnêtement, la partie technique me chauffe pas tant que ça, honnêtement. J'avoue, ça m'excite pas plus que ça. Et puis je suis assez conscient de ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. Et la bonne nouvelle, c'est que je sais faire plein de choses que d'autres ne savent pas faire. En revanche, presque le cœur du sujet, je suis pas bon, donc je vais pas aller m'exposer, je vais pas aller voilà. J'ai assez vite compris que fallait que je mette les bonnes personnes au bon endroit, aux bonnes décisions, quoi, globalement. Donc ça, j'ai commencé à le faire dans mes équipes et à pousser assez fort. J'ai eu des super managers à l'AG, c'était un des trucs d'ailleurs. Il y avait une école de management qui était assez belle. Et le moment où j'arrive sur c'est mon dernier job à l'AG, l'équipe que tu décris pour le coup. Alors grosse dédicace à Nicolas Bourgeois qui avait vraiment monté cette équipe et qui en avait fait déjà quelque chose de super intéressant. Avec qui j'ai bossé aussi. Ouais, mon Nico, grand manager, grand leader que j'adore, un ami. Et donc je suis arrivé sur un très beau terrain. Et puis moi je l'ai un peu transformé, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait trop de strates managériales.
Ouais. On était, on était un peu moins de 200. Il y avait quand même 1, 2, 3 strates managériales. J'ai dit, franchement, il y en a au moins une qui sert à rien, voire voilà. La posture du manager, je pense qu'en effet, j'avais un manager d'à côté. On avait un étage, il y avait un étage de 400 personnes. Globalement, on se divisait, chacun avait 200 à peu près. Et lui, ses équipes ne savaient pas qui il était, globalement. Ouais. Moi, je passais tous les matins, je disais bonjour à 400 personnes. Ouais. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai des retours de karma. J'ai des gens qui viennent me voir, dont je ne me souviens pas forcément toujours, mais qui viennent me voir en disant t'es le mec, le manager qui venait dire bonjour tous les matins. Ouais. Donc voilà, et t'es le mec qui s'intéressait à nous, à la machine à café, etc. Pour le coup. Mais c'est qui je suis. Et, voilà. Ouais. Et ce truc-là, donc on a réduit les couches. On a dit exactement, on a dit celui qui décide, c'est celui qui sait. C'était l'émergence du craft très fort à cette époque-là. C'était l'émergence de l'agilité à l'échelle. C'était aussi, on mettait de l'UX, etc. Donc finalement, tout se tournait quand même à la fin sur l'artisan. C'est pas le manager, hein, l'artisan, Ouais. le producteur, celui qui fait la belle chose. Ça se passe entre l'utilisateur final et le développeur. Ouais. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. C'était hyper cool. Mais très intéressant, c'est une des raisons de mon départ de l'AEG, c'est que j'ai essayé du coup de créer un genre d'entreprise libérée au sein de l'AEG. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai l'écosystème qui s'est mis à m'agresser très fort. Et je l'ai compris, le premier bouquin que je lis en sortant de l'AEG, après avoir démissionné, c'était Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Ouais. Et il m'a donné toutes les clés de ce qui s'était passé avant. Mais j'aurais bien voulu l'avoir lu avant. Mais en effet, il explique, Frédéric, que si ça ne vient pas de tout en haut, t'es comme un cancer au sein d'un organisme. La greffe, elle s'est fait rejeter. Donc le corps va essayer d'attaquer le cancer, globalement. Donc j'étais visiblement le cancer. Et ça a été hyper violent. Parce qu'en plus, moi, mon job, c'était justement de protéger mes équipes de tout ça. Mais du coup, c'est moi qui ai pris dans la gueule extrêmement violemment des jeux de politique de ouf, des jalousies, des trucs des gens qui comprenaient pas, qui challengeaient, etc. Et ça a été extrêmement violent. Et j'ai une anecdote qui était assez rigolote là-dessus. J'avais passé toute la matinée avec le business à travailler une vision à 10 ans avec c'est quoi l'argent qu'on peut faire dans 10 ans, la croissance, les produits, etc. Et je reviens à midi à mon siège, je trouvais ça super intéressant, je vais me chercher un café. Et là, il y a le commercial Nespresso qui arrive et qui me dit c'est vous le responsable de la machine sur le truc, bah oui, enfin voilà. Et il m'a pourri la gueule, mais vraiment il m'a vomi dessus parce que la machine était sale, voilà. Et j'ai dit bah oui, je suis désolé, on va faire quelque chose, on va nettoyer la machine. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que la posture de servant leadership, parce que c'est ça dont on parle, c'est ça en fait. C'est t'es responsable de comment est-ce que tes toilettes sont propres, est-ce que tu as quelque chose dans le frigo, et t'es responsable de la stratégie et de la vision jusqu'au bout. C'est de dire à tes équipes que leurs problèmes sont tes problèmes. Je suis super d'accord. Et un truc qui m'a marqué aussi là-dessus, c'est je sortais, je pensais vraiment être un super gentil avant d'arriver sur ce dernier job à l'AEG là. Donc avant, j'étais vraiment les traders, voilà. Et là, j'arrivais dans un monde qui s'appelle les financements structurés, qui est plutôt comment tu finances des très gros projets. Et mes clients, c'était que des femmes. Je suis vraiment tombé amoureux. C'était que des femmes extraordinaires, leaders, intelligentes, charismatiques, bref. Et au bout de 2 mois, il y en a une qui me dit Emery, il faut qu'on prenne un café. Et elle me dit, mais Emery, t'es beaucoup trop agressif avec les gens, il faut que tu calmes down. Et pour moi, j'étais le plus gentil de toute la bande, sauf qu'en fait, j'étais le plus gentil des loups enragés de la partie trading. Et dans ce nouveau monde-là, le plus gentil, c'était un loup enragé. Donc en fait, ce truc-là m'a vachement aidé aussi à dire, attends, mais prendre du recul, prendre la perspective, ok, il faut quand même énormément adapter à ton contexte, etc. Bref, et donc tous ces déclics ont fait qu'à un moment, il a fallu que je sorte de cet écosystème qui m'allait plus. Et donc, je suis arrivé dans une discussion avec Marjane en disant, ok, moi je veux bien qu'on monte une ESN, pourquoi pas, parce que c'est vrai que, mine de rien, dans mes compétences et mon réseau, ça fait du sens. En revanche, je veux que ça ressemble à rien de ce qui existe ou de ce que j'ai vu en tant que tel. Justement, là, tu nous emmènes toi-même sur la transition vers la deuxième partie. Là, on a vu, tu vois, l'épiphanie, pourquoi la culture Alenia existe. Là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir, en gros, comment est-ce que tu as transformé, tu vois, ta vulnérabilité en culture d'entreprise, chercher un peu les specs de ton modèle managérial, entrepreneurial et RH. Et du coup, justement, Laurie, tu avais une question. Oui, parce qu'en fait, tu montes une ESN en fait, pour implémenter ta vision de la vulnérabilité dans ce secteur-là.
Enfin, c'est, tu vois, c'est là on est sur un truc, Antinomique. Ouais, voilà. tout à fait. Et c'est pas forcément bien vu. Et du coup, j'ai envie de savoir, du coup, pourquoi tu as monté une ESN et comment. Et après, oui, en fait, qu'on voit un peu comment tu Ouais. le vis au quotidien dans le modèle, quoi. Je pense que ce que je disais, la partie ESN, c'est vraiment lié à Marjane qui vient, qui me présente le projet, etc. Moi, ce que je veux, c'est créer un cadre et une empreinte, une façon de faire différente. Pour le coup. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir la capacité à modeler tout ça. Et je pense que, tu vois, sans faire de psychologie à deux balles, mais comme ça semble encore plus dur dans ce contexte-là, D'accord. du coup, je pense que ça me dit bien. Voilà. Je dis souvent, en plus, on était dans le triangle des salopards, Ouais. où tu avais la banque, la partie ESN et la partie conseil stratégique, puisqu'on fait aussi du conseil strat. Ouais. Et voilà, nous, on est vraiment au milieu de ce truc-là. Donc, par définition, on devrait être des gros salopards. Enfin, voilà, et je le dis, franchement, c'est même pas insultant. Je respecte d'un point de vue Non, mais business, c'est les codes, etc. quoi. Mais dans les faits, c'est ultra anti-valeurs Ouais, bien sûr. positives et humaines. Voilà. Mais du coup, c'est hyper cool d'essayer de faire différent. Ouais, Voilà. ok. Mais à l'époque, on n'a aucune idée de si ça va marcher. Et puis on bricole, etc. Mais dès le début, il y a quand même ce truc-là qui est chevillé, qui est de dire on va faire des trucs différents. Et Ouais. pour le coup, en hommage aussi à Marjane et à Marc-Antoine, mon troisième associé, ils sortaient d'une autre ESN où ils avaient grandi, eux, ils connaissaient ce monde-là, etc. Parce que mon jugement a un peu été ajusté quand même dans le temps. C'est un peu des raccourcis aussi de dire que c'est tous des salopards. Tu comprends aussi que tu n'as pas toujours le choix. Bref, et donc ils sont sortis avec aussi une envie de faire les choses mieux et différemment de ce qu'ils avaient fait avant. Donc eux aussi, ils ont apporté certaines pierres à l'édifice. Et c'est comme ça que du coup tu décides de pas avoir de commercial, Ouais. pas de RH. C'est déjà Ouais. une des premières choses différenciantes que tu mets en place. J'avoue, j'ai un souvenir vraiment très négatif et un peu pathétique des commerciaux qui traînaient à mes étages. Alors, il y en a... Tu traînais aux étages, John, ou pas? Ouais, j'étais pas commercial. Ah voilà, exactement. Moi, j'avais pas de jeune comme un commercial. En fait, pourquoi ? Parce que c'est un jugement de ma part. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, personne ne s'intéressait à mon métier. Ouais. Personne ne s'intéressait à mon métier et à mes besoins et à mes problèmes. Personne ne me posait ces questions-là. C'est fou. Tout le monde voulait me parler de foot. J'aime pas du tout le foot. Il me parlait de trucs ultra futiles ou je sais pas quoi. Il cherchait de l'information. Il voulait m'emmener dans des endroits, dans des stades, des trucs. C'était pas mon truc. C'était pas mon délire. En revanche, moi, j'adore mon boulot. J'ai toujours adoré mon boulot. Parle-moi de mon boulot, parle-moi de mes problèmes. Et puis viens, on discute de comment tu peux m'aider à régler les problèmes. Mais personne faisait ça quasiment. Vraiment, mais encore une fois, il n'y a que 3 personnes qui sont vraiment intéressées au truc. Et donc à partir de là, et je peux comprendre d'ailleurs, encore une fois, si tu viens sur le monde des ESN, tu comprends un peu mieux aussi. C'est des ingénieurs plutôt commerciaux qui n'ont pas mis les mains dedans, qui n'ont pas vécu le job de dev ou de support ou je sais pas quoi. Ils ne comprennent pas la banque, ils ne comprennent pas l'IT, etc. Je fais des résumés. Ils comprennent le cadre, mais ils ne l'ont pas vécu, ils n'ont pas été ils n'ont pas été skin in the game. Voilà, bon, donc je voulais pas ça. Moi, je voulais. Puis je trouvais ça hyper cool. Je suis sorti aussi, j'avais 18 ans dans le même aquarium. J'avais envie de voir plein d'autres aquariums. Ouais. Et donc, je trouvais ça hyper cool de moi-même aller sur le terrain et aller discuter avec les clients. Et de travailler ce truc-là. Mes associés aussi, ils ont ce goût-là à fond. Et donc, on s'est dit, non, mais ok, on va faire autrement. Et en fait, d'ailleurs, j'avais remarqué quand j'étais client, manager de grosses équipes, je trouvais, quand j'avais quelqu'un de mes équipes, un contracteur, qui venait me proposer un profil en qui il croyait de sa boîte, je le voyais 1000 fois plus précisément et un bon a priori versus le commercial qui me shootait des trucs sans avoir rien compris. Donc c'est toi qui as pris le rôle en fait de commercial. Du coup, alors non, c'est moi et c'est toute la boîte. Ok. Mais comment ça se passe alors ? Globalement, on dit aux gens, alors, et puis pour le collab, il faut aussi dire que ne pas avoir de commercial, chez nous, c'est vu comme quelque chose de très positif. Ouais, je comprends. Parce qu'il n'y a personne qui essaie de pousser un rond dans un carré. Voilà. Donc c'est malheureusement, encore une fois, je suis dans la caricature, mais tu peux avoir ce truc-là de le commercial, il a un chiffre, il a un objectif. Ouais. Et l'objectif, c'est pas forcément que la personne soit au meilleur endroit pour sa carrière, pour sa santé mentale, etc. Bref. Donc nous, on dit aux gens, c'est vous qui connaissez mieux le client. On vous accompagne, on vous forme, on ritualise tout ça. Globalement, on vous dit qui est dispo, on vous dit les compétences et tout. Alors, il faudra qu'on revienne sur les recrutements, parce que ça marche si tu connais les gens que tu recrutes, que tu aimes les gens que tu recrutes, que tu as les mêmes valeurs, que tu es convaincu. Et même chose sur ton client, ça marche si tu connais ton client, si tu aimes ton client, si tu as compris son besoin. Et à partir de là, le matchmaking,
on est quand même des gens, on est tous, on fait un métier de service. Ouais. Donc pour le coup, tu rends service. C'est là où moi j'ai eu ce déclic-là, parce qu'au début j'avais beaucoup de mal avec le commercial, mais à partir du moment où j'ai compris que je rendais un service, mais vraiment, ma vie c'est de rendre service. Et ben à partir de là, je fais pas du business en fait, je fais pas de l'argent, je rends service. C'est hyper différent. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que tu peux, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas votre culture, présenter un peu les piliers de la culture Alenia. Je vais essayer, on va donner un cadre. Donc, en résumé, donc, en effet, on n'a pas de commerciaux. On est 270 personnes aujourd'hui, on n'a pas de commerciaux globalement. Ça pourrait changer sur une dimension pour vendre autre chose plus tard. Mais pour l'instant, on fait ce qu'on appelle du farming. Donc, le farming, c'est quand tu es chez un client et que tu fais tâche d'huile, au fur et à mesure, tu grossis. Puis, on est très, très bon au farming, globalement. Voilà. À l'inverse du hunting, le hunting, c'est quand tu vas aller chercher un client nouveau, etc. La chasse et l'élevage. La chasse et l'élevage. Ouais. Et donc, la chasse, il n'y a que Marjane et moi, globalement, qui le faisons. Ouais. Alors, je résume, on a un ou deux gars qui sont assez bons aussi. Mais toute la partie élevage, c'est vraiment les collabs qui le font. Après, de 0 à 150 personnes dans la boîte, on a recruté que sur cooptation. C'est un très gros différenciant aussi. Donc, la cooptation, c'est pour moi le meilleur outil de recrutement parce que tu recrutes les gens qui te ressemblent, les gens que tu aimes, avec qui tu avais envie de travailler, etc. Et pas mal bossé là-dessus. Les gens ne font pas de la cooptation pour toucher la prime. Honnêtement, ça, c'est ultra accessoire. Ils le font justement parce que, un, ils aiment leur boîte et deux, ils aiment les gens qui cooptent, etc. Et donc, le truc grossit avec de l'expertise, des gens qu'on aime, une super bonne vibe, des valeurs, etc. Et donc, tu arrives à avoir un cercle hyper vertueux. Donc, dans les autres piliers, il y a en effet, on a parlé de vulnérabilité ou d'émotion. On a un gros travail sur l'intelligence émotionnelle et réconcilier le moi au travail et le moi perso. Tu peux donner des exemples sur ce dernier point-là? Ouais, s'il te plaît. Comment tu fais? Alors, ça, on revient au masque, etc. Et au fait qu'à un moment, j'ai dû enlever les masques, etc. Un exemple, c'est nous, on n'a aucun sujet à pleurer devant toute la boîte. Et on le fait très régulièrement, pour le coup. Donc, on travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, on fait des confs, etc. Et ça arrive, mais vraiment, ça arrive tous les 2-3 mois. Soit Emery, soit Marjane pleure devant toute la boîte. Ça peut être dans un all ends, ça peut être, voilà. Et c'est hyper OK. Voilà, moi, j'ai traversé... là, ces dernières années, une séparation du coup avec mon ex-femme qui a été hyper violente, qui pendant un moment m'a amené à être un peu éloigné de mes filles. Ça a été un moment hyper dur. Mes collabs, ils me voyaient pleurer très régulièrement. Alors oui, j'étais... donc en effet, la vulnérabilité, c'est un peu ce que j'essayais de pousser, mais ça m'empêchait absolument pas d'être hyper puissant. Pour moi, vulnérabilité égale puissance. Très clairement. Moi, ma vulnérabilité, c'est un de mes super pouvoirs. Et au contraire, du coup, si j'ai pas aucun problème à pleurer, j'ai pas de problème d'ailleurs non plus à être en colère. Il faut juste, c'est une émotion un peu plus complexe. Il faut savoir maîtriser, à garder dans un cadre et tout, mais et à verbaliser, etc. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus dans la boîte en disant, en fait, l'ensemble de la palette d'émotions est tout à fait OK et dans toutes les dimensions. Donc pour te donner un autre exemple concret, peut-être un outil qui est totalement réutilisable, nous tous les one-to-one commencent par dans quel état émotionnel tu es, toi que je manage. Et moi, en tant que manager, dans quel état émotionnel je suis. Tous les one-to-one démarrent par ça. Pour créer des ponts entre les deux. Alors, ce truc-là est fou. Hein. Ça paraît stupide. En plus, nous, on l'avait fait sur base de petits smileys sur l'outil qu'on utilise. Mais en fait, il est incroyable. Parce qu'en 2-3 phrases, tu sais quel est toi ton point de départ, tu l'as communiqué, etc. Et tu sais quel est le point de départ de la personne en face. Et donc, tout ton prisme de lecture de où j'en suis, quelles sont mes priorités, mes difficultés, mes actions, etc., tu vas tout voir assez différemment à travers ce prisme-là. Et au début, on l'avait fait que pour le collab, c'est rigolo. Et on s'est aperçu qu'en fait, quand on mettait pas le manager aussi, il amenait ses gros sacs d'émotions du moment. Et du coup, ce truc-là est méga intéressant. Et ça sous-entend quand même que aussi bien le collab que le manager doit savoir décoder les émotions, déjà mettre des mots dessus. Ce qui est quand même pas évident, on nous apprend pas tellement à le faire. Moi, j'apprends à faire ça à mon fils. Il a 2 ans et demi, tu vois. Tout à fait. Mais il y a des super bouquins là-dessus. Exactement. Et la roue des émotions aussi, j'imagine que vous connaissez. Oui, tout à fait. Exactement. Mais tu vois, moi j'ai ramené des bouquins d'enfants aussi sur les émotions. Il y en a avec des monstres de toutes les couleurs. Les pots de peinture là. Voilà, exactement. La couleur des émotions. La couleur des émotions, exactement. Tout à fait. Et ce truc-là, on l'a ramené dans la boîte et puis on en a parlé. On a fait des confs aussi autour de tout ça. Il faut sensibiliser, il faut apprendre. Bien sûr. Il y a énormément de choses.
personne n'éduque sur ces sujets-là. Et puis en Non. plus, les sujets de développement personnel sont hyper mal connotés, je trouve, maintenant. Donc tout le monde se protège ou fait attention parce qu'il peut y avoir des dérives. Mais au final, ouais, on a tous besoin de grandir là-dessus. Donc, ça fait partie des exemples. Et alors, pour le coup, un autre exemple qui souvent frappe un peu, mais on a fait régulièrement des rétros. Donc, on a pas mal de choses en mode agile. Ça, c'est sur la partie plus conseil stratégique, quand on fait des missions avec les clients. C'est souvent très intensif. C'est quand même des moments où ça part très vite, il faut délivrer, tu as des deadlines, etc. Et à la fin, tu fais une démo. Alors, c'est pas du code, c'est des slides, etc. Mais bon. Et on fait des rétros après pour voir est-ce qu'on a été performant, est-ce que ça a marché, etc. Et ces démos-là, très vite, on les a mises dans un mode AENIA avec de l'émotion. Donc, on commence vraiment sur qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion pendant ces 2 semaines de sprint? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis bien? Je suis pas bien? Quel est mon niveau de fatigue? Mon état mental, etc. Et puis, du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, on devrait mettre les clients dedans. Donc, on a mis les clients dedans dans nos rétros. Et nos rétros en interne, pareil, ça libérait plein d'émotions, y compris des larmes. Hein. Alors, ça pouvait être souvent des larmes de tristesse parce que t'es pas bien, t'es épuisé. T'as des clients qui pleurent devant vous Et du coup, on a amené les clients à faire ça. Ouais. Donc, on a amené des trucs où les clients se mettaient à pleurer. On se faisait, je sais, après, ça fait un peu secte, mais on se faisait des câlins et tout. Des hugs. Moi, je trouve pas que ça fasse secte, je trouve que c'est fascinant parce que c'est vraiment à l'opposé des codes vois, de leadership qui sont stéréotypiques, très probablement. Mais après, moi, j'ai un driver, je suis très orienté performance. Et en fait, je vois le modèle quand tu me parles de farming, etc. Est-ce que... Bon, c'est une fausse question parce que j'imagine que la réponse va être certainement oui. Mais le fait que vous soyez très, très bon en farming, notamment que ce soit porté par des alignants, est-ce que c'est lié à ça? Tu vois, typiquement, tu as une relation de confiance qui se crée avec tes clients. Exactement. Ouais. En fait, les meilleures personnes pour représenter ma boîte, c'est mes gars. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment les meilleurs. Et j'ai confiance en eux parce que j'ai créé tout ce système, etc. Je sais qu'ils incarnent la boîte aussi bien que, voire mieux que les fondateurs parfois. Oui. Après, j'ai quand même beaucoup communiqué à mes clients aussi sur qui était la boîte. Donc, ils savent aussi à peu près qui ils ont en face d'eux. Ce qui est important parce que tu as quand même des clients qui disent non, mais moi je veux voir le commercial. Ben non, mais on n'a pas de commercial. Ouais. Et puis nous, dans le mode de connexion, il y a des endroits où ça a pu un peu frapper que on essaye de créer une connexion qui est très très forte avec le client. Donc là, on a un bouquin de référence qui s'appelle Getting Naked de Patrick Lencioni, qui est vraiment un bouquin c'est une fable qui parle énormément de la boîte et sur la connexion entre le client et une boîte de conseil, globalement. Et donc, il y a ce truc-là. Et donc, Getting Naked, c'est vraiment... on revient sur... On rend service. Pour rendre service, il faut totalement s'intéresser aux problèmes de l'autre. Il faut être totalement soi-même, pour le coup. Il faut oublier la partie argent, la partie contrat, etc. Donc, dans la relation qu'on crée, on crée vraiment des relations d'humain à humain. On est hyper fort avec nos clients pour créer des relations d'humain à humain. Ça, c'est force et ses faiblesses, mais à la base, c'est quand même hyper puissant. C'est quoi les faiblesses, du coup? Alors, déjà, les achats, ça leur plaît moyen. Voilà. Les achats, ils trouvent qu'on a une relation super chelou avec nos clients. Parce que du coup, comme on les adore, en effet, on rend des services, on va passer des CV d'autres gens qu'on connaît, etc. On va sortir d'un cadre très standard. Contractuel. On va les inviter à des soirées. Et c'est pas des soirées chiantes, des soirées alignées avec les clients. C'est un truc de fou, quoi. Pour le coup, c'est des soirées mythiques. La dernière soirée qu'on a fait, il y avait 350 personnes, dont 200 clients. C'est pour le tour. C'était. Je peux en attester, j'étais. Donc, c'était incroyable. Assez fou. On fait plein d'events, etc. Bref, donc les achats, ça les dérange un peu. 2, après, tu as créé une telle connexion, une telle émotion, un tel truc avec ton client que, alors déjà, parfois, ça peut tourner un peu au perso, donc il faut faire un peu gaffe. C'était un peu ma question que j'avais envie de te poser, c'est comment tu fais pour mettre une frontière après? Ouais, alors c'est un énorme sujet, je reviens dessus. Et le 3, c'est quand il part, le successeur. Alors ce qui est bien, c'est quand il part, tu peux être garanti que on fait du farming, c'est-à-dire que quand il part, il nous rappelle dans la seconde. Bien sûr. Voilà, tout de suite, il veut bosser avec nous. Voilà. En revanche, son successeur,
et toi, tu as des missions en cours chez eux, etc. T'as une acculturation et regarder à faire. ça en disant, c'est très bizarre quand même. Il se passe un truc un peu chelou avec cette boîte-là. Donc ce truc-là est un peu embêtant. Alors, le sujet des limites, pour revenir au sujet des limites. Bon, ça a été un gros sujet dans la boîte. Il a fallu trouver un truc parce qu'en effet, il y a un moment où tu deviens. Puis alors, je vais me mettre dedans pour le coup. Il y a un moment où ma boîte, ça a été ma guérison. Mes collabs, ça a été mes psys. Moi, parmi mes plus grands amis, c'est des gens de la boîte, etc. Donc, il y a eu un mélange des genres qui n'a pas été super simple à gérer. Bon, globalement, ça finit par se régler avec. Tu mets quelques règles, quelques cadres un peu forts. Exemple. Il y a des moments où, à trop faire de câlins, tu peux avoir des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Ouais. Donc, par exemple, on ne fait plus de câlins dans la boîte sans avoir demandé est-ce que tu es OK pour, est-ce que tu es à l'aise. Le consentement. Le fait que, voilà, exactement, tout à fait. On a fait des règles où, désormais, quand on part en week-end, ce qui arrive très souvent, on sépare les chambres des garçons et les chambres des filles. C'est con, mais voilà, ça évite des débats. Il y a des sujets. Voilà, donc on s'est beaucoup formé aussi sur les règles sur le harcèlement moral et sexuel parce que voilà, il peut se passer 1000 choses dans une boîte et on ne connaissait pas bien le cadre légal. On a un cadre légal français qui est très fort. Oui, bien sûr. Et donc il fallait mettre des cadres. Mais aujourd'hui, c'est un zéro sujet et aujourd'hui, c'est fou. Tu vois, une vraie question que je me pose un peu tout le temps, c'est comment ce truc-là perdure dans le temps et comment il passe à l'échelle. Et donc on disait, on est en Espagne et tout là. Et moi, quand je vais en Espagne, au Portugal, au UK et que je vois que j'ai la même graine qui est en train de pousser avec le même mood, je suis toujours effaré. Mais effaré dans le bon sens. Ah parce que c'est génial. C'est Parce que incroyable. moi, tu vois, je suis on fait le même métier. J'ai cofondé une boîte, je suis entrepreneur. Je suis hyper ouvert. Je te dis, moi, tu as une culture qui me fascine. C'est-à-dire que personne fait ça. Enfin, tu es le seul. Vous êtes les seuls chez Alenia à avoir une culture aussi poussée que ça. Mais l'histoire, elle est validée direct. Parce qu'en fait, tu vois, ça marche. C'est rentable, tu as de la croissance. Tu m'as parlé, et je voulais revenir dessus avant de basculer vers la transition sur la dernière partie qui est justement, avec Laurie, on a envie de savoir comment tout ça résiste aux crises. Parce qu'il y a des moments de crise... tous les entrepreneurs, entrepreneuses, on connaît ça. Donc, comment est-ce que ton modèle, il résiste quelle est l'élasticité du modèle? Comment est-ce qu'il résiste aux crises? Mais je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis le 0-150, il a été fait uniquement sur la base de cooptation. Déjà, c'est hyper puissant. Parce que ça veut dire que tu n'as pas à investir dans des équipes de... Tu fais pas d'approche directe, tu payes pas ou pas trop de cabinet, j'en sais rien. Enfin, il y a un taux d'échec qui est très faible, un taux de transformation qui est énorme. Maintenant, j'ai quand même une question. Deux choses qui me frappent, c'est est-ce que quelque part on n'attire pas toujours les mêmes profils et donc avec les mêmes faiblesses et de deux, c'est un corollaire. Est-ce qu'il n'y a pas des Top Guns qui ont peur de votre culture? Notre culture fait peur, clairement. On a assez vite travaillé dans les entretiens. On a un entretien qui est vraiment centré que culture, valeur, etc. Et moi, je suis très très clair. D'ailleurs, j'adore expliquer tout ce qui ne marche pas dans ma boîte à quelqu'un qui veut nous rejoindre. Okay. Je lui dis attention, on est un animal très bizarre. Alors c'est aussi pour ça que je fais des podcasts, c'est aussi pour ça qu'on écrit des choses et tout. Et je leur dis écoutez, lisez, ce que vous allez trouver en entrant, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. Donc il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Si vous êtes en malaise par rapport à tout ça, ça va pas le faire. Et on l'a eu, hein. Bien sûr qu'on a eu des échecs. Je raconte souvent qu'on a même eu un échec avec au tout début d'année, on a hésité à... Enfin, on était en process pour mettre un 4e associé. Et pour le coup, il s'est retrouvé un total décalage avec les valeurs. Et du coup, on a dû couper la corde, alors qu'on avait déjà annoncé à tout le monde qu'il arrivait, hein, pour le coup, les collabs et les clients. Donc c'était délicat et c'était un Top Gun. Donc c'était un Top Gun hyper performant. Bah ouais, si, on a coupé le truc, pour le coup, clairement. Et je pense que c'était la meilleure décision qu'on ait pu faire. Parce qu'en plus, ça a mis un marqueur très fort au sein de la boîte. Sur la culture. Ah ouais, à fond. Les collabs, ils ont compris qu'on était sérieux sur le sujet. Parce qu'on se coupait de revenus, d'images, de rayonnement, de tout ce que tu veux, pour le coup. Et donc, ils ont dit, ah oui, ok, bon, bah voilà, ça c'est clair, pour le coup. Et puis, ça peut se concrétiser aussi parfois avec des clients avec qui... alors, c'est là où il ne faut pas être innocent et toi, on va venir sur les sujets de crise. C'est-à-dire, attention, on reste quand même dans la banque, l'énergie et l'assurance. Hein, donc, on n'est pas dans le caritatif et on a essayé de lancer des offres sur le Green IT, personne ne l'achète. Voilà, bon, c'est con, hein, mais bon, c'est un peu tôt, visiblement. Mais donc, on reste quand même dans un contexte où il y a de l'argent, il y a des besoins de performance, etc. Mais à un moment, le sujet, c'est comment tu peux aller
impacter positivement ton écosystème client. Parce que la problématique, c'est ça aussi. Tu peux avoir une culture hyper forte chez toi, elle marche dans tes murs. Quand tu es chez le client en régie unitaire, en prestation unitaire, tu es tout seul en mission chez ton client, tu la vois pas la culture Alenia. J'ai un peu envie de me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que le client, s'il va prendre un consultant, une consultante chez toi, il va se dire du coup, elle arrive, elle tire un peu la gueule, il paye cher en fait pour ça. Ouais. Il a peut-être pas envie de subir ses humeurs entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est un très bon point. Alors, dans les faits, pendant très longtemps, la personne était totalement soi-même dans les murs d'Alenia et chez le client, pas du tout. Donc, gardez le masque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un plein pivot aussi où on est en train de basculer en mode service et on met des équipes Alenia chez le client. Et là, pour le coup, tout à coup, tu as quand même la magie qui opère. Parce que tu as un team lead Alenia avec une équipe Alenia. Ouais. Et là, dans cette équipe-là, voilà, et en plus, le client voit que c'est hyper performant. Ça marche, c'est un modèle hyper vertueux. Et donc, tu as ta valeur, ta culture qui fonctionne dans cet aquarium-là. Et puis après, on choisit quand même nos clients. Et d'ailleurs, ils nous choisissent. Quand même, c'est des gens qui sont assez bien alignés avec qui on est et ce qu'on veut faire. Pour le coup, parce que des gens comme moi à l'AEG, il y en a plein. Enfin, on parle de Nico Bourgeois, il y en a plein. Enfin, tous ces gens-là sont des gens fondamentalement bienveillants, intelligents, chaleureux, etc. Ils ont envie. Donc, et quand ils voient ce truc un peu différent, finalement, ils sont plutôt attirés. Oui, c'est ce que tu disais, tu attires les profils qui te ressemblent aussi bien en termes de candidat recrutement que clientèle, quoi. Ouais, non, mais hyper intéressant tout ça. Du coup, pour basculer sur la dernière partie, vous êtes en scale quand même depuis toujours, avec un scale qui est magnifique. Ma question, c'est dans le scale, ça peut être quand même, quoi qu'il arrive, il y a une forme de brutalité dans le scale, quoi qu'on en fasse, quel que soit l'ADN et la culture d'une entreprise. Ouais. En 2024 et en 2025, on a aussi quand même rencontré des grosses difficultés économiques dans le secteur. En 2025, je crois que c'est une des premières fois où le secteur des ESN, enfin notre secteur à nous, a été en recul. Je crois que c'est une décroissance de quasiment 2%. Plus que ça l'année dernière. Tu vois, donc il y a eu de la casse. Comment est-ce que en fait tout ça, toute ta culture, toutes ces specs qui sont 1,8% sur l'année de décroissance. 1,8% sur l'année. Toutes ces specs, toute cette culture que tu as pensée, etc., qui ont fait leurs preuves, enfin, tu vois, très clairement. Mais comment est-ce que en fait tu traverses les crises Tu vois, c'est la question. C'est ça. Comment ta vision résiste face à la vraie vie, à la croissance, aux crises, aux difficultés, quoi. L'avantage, c'est quand tu es toi-même, tu es toi-même. Tu vois, il n'y a plus de... Il n'y a pas de déformation. Donc, le sujet, c'est de rester vraiment soi-même en tant que dirigeant, en tant qu'incarnation du sujet, en tant que partenaire pour tes clients, dans le temps, et pas à un moment avoir la tentation de dire, attends, flemme, parce que c'est dur. En fait, être soi-même, c'est quand même la vulnérabilité. Il y a des matins... tu préférais avoir le masque pour aller pour remettre le costume et aller côté client. Ouais. Bon, non, c'est une vraie dynamique. Tu t'es engagé vis-à-vis d'un peu tout le monde sur le sujet et donc tu vas pas revenir en arrière. Donc comment ça a résisté le sujet de la croissance de la boîte a été un énorme sujet, très clairement. Donc il a fallu adapter les modèles opérationnels, il a fallu Donc nous, c'est énormément de co-construction. C'est beaucoup de... on a ouvert aussi... la parole très fort dans la boîte, évidemment, vu le modèle. Et donc, les gens viennent très souvent nous taper sur l'épaule en disant dis donc, c'est pas du tout aligné avec les valeurs ou quoi que ce soit. D'accord ? Et c'est génial. Moi, j'adore ce truc-là parce que c'est un peu wake-up call en disant dis donc, c'est intéressant. Et après, on peut être d'accord, pas d'accord avec le feedback. Mais en tout cas, ça alimente énormément. Donc, les gens travaillent. Vraiment, le truc est un objet vivant. La culture, c'est vraiment un objet vivant qu'on fait évoluer, sur lequel on prend du recul. Parfois, c'est aussi, l'année dernière, tu l'as dit, nous, on a vécu aussi 2 années plus difficiles, même si nos chiffres ils sont bons, mais ça a été clairement plus difficile. Et donc, l'année dernière, on a dû, pour plein de raisons, faire quelques ruptures conventionnelles, ce qui ne nous était jamais arrivé. Et là, c'est au début, intellectuellement et puis en termes de valeur, hyper dur, quoi, hyper violent. Et puis, en fait, en discutant avec nous-mêmes, on s'était, les 3 associés fondateurs, on s'était mis des barrières sur le sujet, mais de ouf, à retourner le sujet hyper longtemps, à attendre trop longtemps pour aller vers les gens et leur proposer.
Et en fait, quand on a proposé aux gens, ils ont dit bah oui, je comprends, c'est logique. Et puis c'est ok. Puis en fait, c'est voilà, il part avec un chèque et du chômage. Donc en fait, parfois on surestime aussi, on surpondère ce qu'on est en train de faire. Si tu le fais avec honnêteté, si tu le fais avec transparence, dialogue, etc. Si tu n'attends pas trop longtemps, ce truc-là est important aussi. Hein. Si tu as le dialogue un peu continu, finalement, si tu expliques ce que tu fais, tout passe. Là, tu me parles d'intelligence collective et on le comprend parce que on a une culture qui est aussi basée beaucoup sur la transparence et la pédagogie. Et quand bien même que tu fais tout ça, quand même des choses à déminer. Mais moi, j'ai quand même une question, c'est tu as des gens avec qui, tu vois, tu t'as parlé quand même de grosses proximités, de dire que tu as des amis avec qui vous avez partagé des émotions, avec qui tu as pu pleurer ou qui ont pu pleurer avec toi, etc. Quand tu dois les sortir, c'est dur. Tu peux quand même. Alors, déjà, c'est dur, j'ai aucun doute. C'est très, très dur. Et il faut beaucoup de courage pour le faire, beaucoup de courage managérial. Il y a nul doute là-dessus. Maintenant, tu peux quand même avoir des gens qui disent attends, je comprends pas. Il y a X jours encore, on était très proches, tu me sors. Comment tu. On a eu des cas, et encore un il n'y a pas si longtemps. C'est super dur. Mais il faut l'affronter, quoi. En fait, pour le coup, faut l'affronter. Et à la fin, on a vraiment fondamentalement la conviction que c'est la meilleure chose pour la personne, pour la boîte et pour la personne. Et il y a ce truc-là où il y a un moment quand même, il y a 3 ans, on a eu un gros passage à vide dans la boîte économique et on est passé vraiment assez proche d'un moment où on était à zéro, voilà. Et on est quand même dans un secteur où perdre de l'argent, alors c'était pas le cas, mais même être à zéro, c'est embêtant. On a des modèles quand même où c'est un peu compliqué. Et en fait, moi, ça a été un gros déclic en me disant, en fait, c'est super. Tu crées un super aquarium de bisounours, là, c'est génial. Mais en fait, ton rêve, il ne peut fonctionner que si à un moment, il y a des revenus. Et donc, il y a un moment, il faut avoir le courage d'affronter le fait que c'est pas un gros mot d'avoir un peu de marge, etc. C'est juste l'essence pour faire tourner la machine. Si tu n'en as pas, en fait, le truc va s'écrouler, hein, clairement. Et le marché, il est dur, etc. Donc, nous, on est hyper transparent, hyper ouvert là-dessus. Vraiment, on passe notre vie. Il y a des gens qui sont très challenging là-dessus. On accepte totalement le challenge. Et à un moment, en fait, c'est rationnel. Tu vois, tu montes les chiffres, t'expliques. Oui, c'est ça. Et puis, c'est une sorte de... Comment toi qui aimes bien bouquiner, je pense que tu l'as lu. Enfin, je sais que tu l'as lu. Mais Radical Candor. En fait, l'idée, c'est d'aller... voilà, c'est pas être dans l'empathie dévastatrice, le truc qui va te faire fumer ta boîte, en fait. C'est de, tu vois, à partir du moment où tu as mis de l'attention personnelle, ce que tu fais, toi, tout le temps, avec du feedback clair, au fait, où tu vas vraiment affronter les... Voilà. Bon, ça marche. Et puis, en fait, aussi, il y a le fait de... C'est la culpabilité, en fait, c'est ça dont tu parles. Tout à fait. Mais quelque part, ça c'est Mona Chollet, je sais pas si tu connais, tout à fait, bien sûr. qui va t'expliquer que, en fait, faut juste un peu peut-être reprendre du recul sur l'importance que tu as dans la vie des gens. Bon, évidemment, là, c'est le travail, c'est très important. Mais en fait, tu peux aussi, t'es pas Dieu, quoi. Tu peux aussi leur filer une chance d'aller s'épanouir ailleurs et t'es pas la seule. Et c'est peut-être ça aussi qui aide à prendre du recul. C'est exactement ça, tu mets les mots. La plupart des gens dont on a dû se séparer, on n'était clairement pas le meilleur aquarium pour eux. Voilà. Très clairement, on n'arrivait pas à trouver la bonne mission, le bon endroit ou quoi que ce soit. On n'avait pas la bonne offre, c'était peut-être pas le bon moment marché. Donc pour eux, dans leur intérêt, on n'était plus le bon endroit, pour le coup, très clairement. Bon, après, je dis ça et on a quand même... on a très peu de turnover déjà, on a moins de 10% de turnover depuis pas mal d'années. Et il y a 80% du turnover, c'est des gens qui rentrent en interne dans les boîtes, l'internalisation. Ce qui est un turnover très particulier. Donc il n'y a que 20% là-dedans, donc ça fait très peu qui sortent de la boîte pour d'autres raisons, plus de sous-performance, ce genre de choses. Bon, et l'internalisation, vu notre culture, ça c'est génial aussi, ça fait partie du modèle économique, c'est que les gens qui quittent Alenia, qui deviennent clients, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est d'aller chercher des gars d'Alenia pour retrouver des ambassadeurs. J'ai des ambassadeurs de fou. Ouais. De manière connexe, là, sur tous les sujets qu'on évoque, il y a un mot valise là qu'on retrouve de partout dans le management. Je te vois sourire, mais tu t'imagines de quoi on va parler. C'est la bienveillance. Tu vois. C'est aussi donc vous avez parlé de comment est-ce que tu délivres un feedback, comment tu le reçois, etc. Mais tu vois, on pourrait penser que vous êtes une boîte bienveillante. Enfin, vous l'êtes, la réalité. C'est quoi ton avis là-dessus ?
On met le mot de nulle part chez Alenia, bienveillance. Alors, on en parle, etc. Mais Alors que c'est pas un mot qu'on met, alors que voilà, exactement. Déjà, commençons par l'incarner avant de le publier. Et benevolence, en latin, je crois que ça veut dire vouloir fondamentalement le bien de l'autre personne. Ouais. Et on revient à ce qu'on disait. Et du coup, on est vraiment sur radical candor ou brutal honesty, c'est-à-dire ça commence avant tout par déjà poser le cadre d'exigence. Et on a un cadre super exigeant, on n'est pas une boîte de bisounours, on n'est pas là pour... Voilà, on veut vraiment bouffer le monde, on veut vraiment grandir. Là, en plus, on est ces jours-ci en train de passer sur des plans à une autre échelle, très clairement, parce qu'on pense qu'il y a plus de collabs qui méritent d'avoir cette expérience-là, et de clients. Et donc, on a un cadre très exigeant, très ambitieux, et on se dit la vérité dans l'intérêt de la personne en face, pour le coup. Moi, mon feedback, il n'est pas pour moi. C'est une phrase aussi un peu poubelle. Le feedback est un cadeau. Mais quand même, fondamentalement, si c'est un vrai feedback... D'ailleurs, j'aime beaucoup les règles du feedback du bouquin sur Netflix, la Rules No Rules, où si une fois que tu as posé un cadre sur le feedback, que la personne en face est prête à l'entendre, l'accepte, s'engage à partir du moment où toi tu as fait l'effort de aussi proposer quelque chose de concret et un exemple potentiel d'application, et que lui s'engage à en faire quelque chose, une fois que tu as coché tout ça, bah ouais, c'est un vrai travail, c'est un vrai cadeau pour le coup, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Donc oui, bienveillance. Et puis la bienveillance, c'est aussi, nous on est beaucoup sur les 4 accords Toltec, j'ai plein de name dropping de bouquins, mais celui-là est vraiment aussi hyper important, il est affiché dans les locaux et tout. Il y a un moment où tu as vraiment ne pas faire de présomption, ce truc-là de présupposition. Ouais. Ce truc-là est super important, c'est-à-dire que l'esprit humain est aussi un peu câblé pour voir un peu le mal ou la mauvaise chose ou imaginer que. Voilà. Une fois que tu arrêtes de faire des présuppositions, quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, si tu vas on revient sur les faits, on revient sur un genre de vérité et de connexion et de transparence, une fois que tu es là-dessus, finalement, ça démine énormément de choses, honnêtement. Et les messages les plus durs, les moments les plus durs, à partir de là, tant que tu es dans la vérité, dans la transparence, dans le dialogue, et tu n'es pas dans la posture, tu n'es pas dans le je me cache, voilà, ou je fais des colères feintes ou je sais pas quoi, à partir de là, en fait, c'est ultra puissant. C'est un énorme super pouvoir. Je suis d'accord. Dans le scale aussi, puisque tu as quand même une logique, tu vois, toi, tu veux ouvrir à des pays. Ouais. Après, en France, quand tu veux consolider, quand tu dis farming, quand tu veux consolider quand même tes positions clients, tu as quand même une notion... alors à l'échelle de l'entreprise, on va parler plutôt de robustesse avec la capacité justement à se renouveler, à passer les crises. Ouais. Mais tu as quand même une performance opérationnelle après qui est hyper importante. Est-ce que ton modèle aussi ne va pas avoir tendance à attirer aussi des gens qui disent « Ah, c'est hyper... c'est pépouze, quand même, chez Alenia ». Et donc, des gens qui sont finalement... qui ne partagent pas... Comment tu t'assures, je reformule la question, comment t'assures-tu que vous partagez bien le même objectif avec les gens qui te rejoignent? Toi, tu veux bouffer le monde, j'ai compris. En vrai, on est perfectible là-dessus. Et je suis en train de réfléchir à un meilleur performance management system. On a été super abîmés. Autour de moi, il y a d'autres gens qui venaient aussi de la Société Générale. Et on a été très abîmés par des systèmes de mesures totalement biaisés et assez dégueulasses de la performance individuelle, qui étaient des mensonges et des choses totalement déformées. Donc on n'a pas voulu remettre ça, et on a répondu à ça par des choses qui étaient vraiment sur de l'engagement. Donc on est une boîte avec un taux d'engagement qui est colossal. Donc ça, l'énergie, elle est là. Après, ce qui peut parfois un peu nous manquer, c'est canaliser et bien driver comment cette énergie produit le résultat qu'on veut. Voilà. Donc, et ça bon, on a des OKR, on retravaille un peu tout ça, mais typiquement, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille mieux, parce que on a la chance d'avoir des gens hyper engagés parce qu'ils ont trouvé un écosystème différent, parce qu'ils sont entourés de gens qu'ils aiment bien, de clients qu'ils aiment bien, parce qu'on leur donne une liberté qui est totale. Ça, c'est hyper sympa aussi. Tu arrives dans une boîte et on te dit c'est feuille blanche, vas-y, go for it. Tu veux lancer un partenariat avec un truc associatif, tu veux créer des week-ends, tu veux aller, je sais pas quoi, faire une initiation à la plongée, tout ce que tu veux, vas-y, go for it. C'est page blanche.
Donc ça, c'est hyper motivant. Après, voilà, il faut réussir quand même à bien canaliser cette énergie et t'assurer qu'à la fin, c'est pas juste un club de vacances, mais tu contribues au vrai succès de la boîte. Autonomie et responsabilité, quoi. Tout à fait. Et à ce niveau-là, par exemple, votre politique de rémunération, comment vous faites? Elle est indexée sur comment vous l'indexez sur de la performance, par exemple? Pour le coup, il y a un variable chez Alenia qui est globalement à peu près un mois de salaire. Parfois, ça peut monter un peu plus. Et ça va être 100% dédié. On a changé, d'ailleurs, on l'a adapté. Avant, c'était pas ça. Avant, il y avait 50% sur ce que ta mission se passe bien et 50% sur l'implication chez Alenia. Et puis l'année dernière, on a changé en disant en fait, si ta mission se passe bien, c'est ton salaire. Sachant qu'on essaie d'augmenter tout le monde chaque année, etc. et qu'on n'a pas beaucoup fait défaut. Et donc, la partie bonus, ça récompense ton niveau d'impact chez Alenia. Avant, d'ailleurs, le wording, c'était plutôt ton niveau d'engagement. Tu vois, là, il y a une petite nuance, mais qui n'est pas que une nuance, c'est plutôt ton niveau d'impact. Et l'impact, maintenant, on le mesure. En effet, comment tu mesures avec des OKR, du coup. Tu peux donner des exemples? On a une orga qui est en tribu et en domaine. Les domaines, ça va être le recrutement, le commercial, la partie event, etc. Et à chaque croisement entre tribu et domaine, et puis sur un domaine donné, sur le recrutement, ça veut dire cette année, je dois recruter 46 personnes chez Alenia, globalement. Et si je suis responsable du recrutement sur la tribu Run, j'en ai 32 à recruter cette année, ton OKR. Et donc voilà, alors ça va pas être... On n'est pas sur un truc où si tu es à 30, t'auras pas, etc. Il y a quand même énormément d'intelligence derrière et d'adaptation. Mais il y a un objectif chiffré, pour le coup. Et après, on te donne les moyens. C'est aussi une boîte où tu nous dis ce dont tu as besoin. Et puis, go for it. Et parfois, tu n'as même surtout pas besoin de nous le dire, tu le prends. Voilà, tu as besoin de poser des journées parce que tu as besoin de faire quoi que ce soit, tu as besoin de prendre une licence, tu as besoin de... Voilà. En fait, il y a quand même une grosse responsabilisation des gens et un niveau d'engagement qui est super fort. Donc ça, c'est quand même un très bon moteur. Écoute, hyper intéressant. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Pour recentrer vers la conclusion, du coup, on a quand même échangé. Les preuves sociales, elles sont là. Tu scales. Ton CA... 30 bars en 7 ans, c'est quand même c'est incroyable. Tu as une culture qui est très forte. Et l'intérêt de... Tu vois, quand on a pensé sous les claviers de la plage, on voulait aussi donner la parole à des personnes qui font bouger les lignes du monde du travail avec des approches managériales, entrepreneuriales qui sont quand même différentes. Et c'est le cas chez vous. Je pense que ça doit... Enfin, tu vois, quand tu es orienté performance, ça marche. Enfin, tu vois, je veux dire, ça marche. Maintenant... C'est quoi les conseils que tu donnerais? Tu as des conseils actionnables à des gens qui se disent je vais monter une ESN, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de donner, ou des manageuses qui ont envie de laisser plus de place à la vulnérabilité. Comment est-ce qu'en fait on actionne tout ça? Parce qu'en fait, tu vois, on t'écoute. Il y a un peu un effet, je trouve, Kylian Jornet, le mec qui fait des ultra trails, mais nous, on fait ce que vous faites, on peut pas le faire, c'est pas reproductible. Tu sais pas qui est tout seul. C'est un monstre. Okay. C'est un monstre de son sport. Mais ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que quelqu'un qui veut s'inspirer de ce que vous avez fait peut s'y prendre de manière pragmatique et intelligente? Alors, deux choses. Un, si aujourd'hui tu veux monter une ESN, trouve un différenciateur très fort. Et je pense qu'on fait un métier qui n'est centré que sur l'humain, que ce soit tes collabs avant tout et puis tes clients. Donc, il faut fondamentalement trouver des différenciateurs. Sinon, il y a déjà tellement de boutiques que ça ne sert à rien de recréer une 80 millième boîte sur le sujet. Donc, et sur la partie humaine, super. Quand je reviens sur mon terrain des salopards, c'était aussi, on avait la chance. Très vite, les gens disent purée, mais c'est génial ce que vous faites. Non, c'est pas fou non plus. C'est juste on a un peu décalé, un peu amélioré en partant d'un état qui était très 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 loin quoi pour le coup. Mais c'est vrai. Franchement, on partait le niveau standard, il est très bas quoi pour le coup. Donc essayer d'incrémenter, essayer de trouver une façon différente, va demander, on disait, intéressant au problème. Justement. Alors, sur une nouvelle ESN, pour le coup... ou n'importe quel sur secteur. Le management, je reviens sur le management, ça va être... Management vulnérable, tu vois, c'est fascinant ce que vous faites. Moi, le one-to-one, pour moi, je trouve que c'est le moment clé où tu connectes avec la personne. Ça va être beaucoup plus simple d'être vulnérable en 1 à 1.
Ouais. En équipe, c'est un peu plus dur. Mm. Et donc, je commencerai d'abord en 1 à 1, en expliquant aussi le pourquoi. Pourquoi on va amener un peu d'intelligence émotionnelle, de vulnérabilité dans le sujet. Pourquoi. Voilà. Et souvent, on a des tonnes d'exemples. Enfin, quand on voit les chiffres des burn-out, quand on voit les gens qui sont pas bien, qui vont être moins performants, etc. Voilà, d'ouvrir le dialogue là-dessus. D'être exemplaire aussi. Voilà, ça commence clairement, comme toujours, on parle de leadership. Donc, c'est toi le premier où tu vas devoir faire un pas en avant et en disant bon, bah voilà, mon équipe, les gars, en ce moment, je voulais partager que c'est dur, quoi. À la maison, c'est compliqué. J'ai un problème avec mon gosse, j'ai un problème avec ma femme, ou même je me suis pas bien, crise de la quarantaine, tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Et il faut le faire juste honnêtement. À partir du moment où tu le fais honnêtement, la personne va le sentir et va connecter et ça va être super OK. Et ça ne sera pas de la pitié, on a peur, on a 1000 peurs dans la tête alors qu'en fait, les gens le reçoivent hyper positivement. Enfin, j'ai jamais eu de réaction débile. Oui, puis quand t'es manager, t'as pas envie de passer pour un fragile, mais finalement t'es un humain, quoi. Donc du coup, exactement, c'est un peu l'idée. Hyper puissant. Je pense que c'est pas mal. Ouais, on a fait le tour. C'est une belle histoire. J'avais vraiment envie de savoir, tu vois, d'ouvrir le capot d'Alina. Je pense que tu nous as donné beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses quand même. Et c'est un bon signe. C'est un bon signe en général quand je sors d'un tournage en disant que j'ai appris des choses. Ça remet en perspective un peu ce qu'on fait aussi, je trouve. Tu vois, je pense que vous êtes hyper fort aussi. Moi, je suis très admiratif de ce que vous êtes en train de faire. On en parle beaucoup avec mes associés. D'ailleurs, moi, je challenge pas mal le modèle Alina par rapport au modèle Shodo, etc. Il y a des trucs que je trouve vraiment géniaux. Mais voilà, vous aussi, vous avez trouvé une voie qui est hyper différente, hyper différente. Et voilà, je pense qu'on a 2 très jolies boîtes qui, je pense, vont avoir des très jolis futurs. Mais des routes comme ça, il y en a plein. Ouais. Enfin, il y a à apprendre. Et puis on peut s'inspirer aussi de ce que tu fais. Exactement, tout à fait. Mais je veux dire, pousser le curseur aussi loin dans la vulnérabilité, alors que vraiment, tu vois, ce que je disais en intro, alors que c'est très très loin des codes de leadership dans les stéréotypes, en tout cas de pensée. Enfin, tu vois, moi j'étais quand même aussi fasciné de voir les virages quand même très masculins d'un Mark Zuckerberg, alors que c'était quand même c'était un mec sympa au départ, hyper introverti, etc. Ouais, mais ça c'est et tu vois des virages et vous avez le vôtre qui est vraiment complètement antinomique mais avec des résultats et c'est la combinaison des deux qui fait que ça devient je suis convaincu que le masculinisme c'est vraiment un repli sur soi et je remets des masques parce que je suis en danger. Je me sens, voilà, quand j'écoute Louis Sarkozy, je me dis, franchement, j'ai envie d'aller prendre un verre avec lui et de lui dire, vas-y, mais parle-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie explique-moi, mais sérieusement, pourquoi Propose-lui. Pourquoi Qu'est-ce que... non, il y a plus de gens que j'ai envie d'aider que ça, voilà. Je ne suis pas encore là, mais un de ces jours. Non, mais écoute, canon. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux pour l'invite, hyper sympa. Salut. Ciao. Merci d'être allé au bout de cet épisode. Ça veut dire qu'il t'a plu. Et c'est parce que tu l'as aimé que les autres l'apprécieront peut-être aussi. Donc n'hésite pas à le partager autour de toi, ton père, ta mère, ton mec, ta meuf, ton meilleur ami ou ta pote d'enfance, voire ta ou ton boss. Tu peux aussi nous aider en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de ton choix. C'est comme ça que tu participeras à promouvoir ce podcast, désormais disponible sur YouTube. Encore merci. Et merci également à Roland Richard pour l'accompagnement et le montage toujours fait avec amour. À la prochaine. Salut.